Chers amis, bonsoir. Merci de prendre place. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 7e masterclass d'Agir Ensemble que nous avons le plaisir d'organiser avec Monsieur Bruno Tertrais. Monsieur Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, le principal centre d'expertise français sur les questions de sécurité internationale et de défense, mais aussi l'auteur de nombreux livres, dont un ouvrage paru en février 2025, La question israélienne, que nous aurons le plaisir de découvrir aujourd'hui lors de sa présentation. Alors, comme vous vous en doutez, lorsque nous avons planifié cette masterclass, cette 7e masterclass il y a quelques mois, nous n'avions pas imaginé qu'elle aurait lieu à un moment aussi important. En effet, comme vous le savez, Israël sort d'une séquence géostratégique très importante pour sa survie, mais aussi importante pour les démocraties du monde entier qui luttent contre l'idéologie islamiste. Cette idéologie islamiste, aujourd'hui, elle est incarnée par la tyrannie des mollahs, par le régime des mollahs qui, il faut le rappeler, est un État qui finance la plupart des organisations terroristes de ce monde, qui est un État qui a toujours voulu détruire, non, pas toujours, mais depuis 1979, promis la destruction d'Israël. Et c'est surtout un régime qui était à deux doigts d'obtenir l'arme nucléaire. Donc, en tant que Français attachés aux valeurs démocratiques, déjà dans un premier temps, j'aimerais remercier Israël, remercier les États-Unis de nous avoir rendu ce service, puisque c'est le monde entier qui bénéficie de cette opération. Le futur est un peu flou, notamment avec le président américain, mais en tout cas, voilà une bonne chose de faite. Donc, nous allons avoir le plaisir de pouvoir discuter avec Bruno Tertrais. Dans un premier temps, Gérard Rabinovitch, sociologue et philosophe que vous connaissez bien, fera une introduction. Et puis, monsieur Bruno Tertrais nous fera la présentation de son ouvrage. Après une conclusion d'Arié, les trois intervenants échangeront. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour des questions-réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne masterclass et à tout à l'heure. Un dernier point, les livres de M. Tertrais sont à l'entrée et il pourra les dédicacer après la masterclass. Bonsoir. Je vous propose un instant, en ouverture de cette séance, de revenir à l'été 1982. 40 ans nous séparent, voire. Tsahal est rentré au Liban Sud en juin 82 pour en finir avec ce qu'on appelait à ce temps-là le Fataland. Une région au sud de Beyrouth, préemptée par l'OLP, chassée de Jordanie, après que le Fatah et le FPLP aient tenté de renverser le roi Hussein. Région libanaise où les groupes palestiniens ont établi leur nouvelle base, menant sans cesse depuis celle-ci des attaques terroristes de toute nature et de tout format contre Israël et à travers le monde. C'est l'occasion, comme va le consigner si incontournablement Léon Poliakov dans son livre « De Moscou à Beyrouth, essai sur la désinformation » paru en 1983, de l'installation en furie lexicale masse médiatisée, dans une sorte d'orage de stigmatisation absolue, de tout le renversement nominatif visant à disqualifier et délégitimer l'existence d'Israël 35 ans après sa création. L'après-guerre de 67 et la victoire d'Israël, qui interloqua beaucoup et rembrunit bien d'autres, avait vu les groupes palestiniens être adoubés du qualificatif de résistants. Leurs méthodes les plus féroces, telles la prise d'otages sanguinaire d'une école à Mahalot, ont été magnifiées de résistance palestinienne. Et l'OLP, une organisation nationaliste bourgeoise, comme le pointait Gérard Chaliand à cette époque, et mafieuse d'évidence, n'était plus autrement définie que comme mouvement de résistance, notamment dans le monde diplomatique, et dans le monde, ce pédagogue de la classe intellectuelle française, comme le désigne ironiquement Poliakov.
Il s'agissait là d'un transfert dans les mêmes milieux, notamment chrétiens de gauche et gauchistes, du PSU à certains gaullistes, des armoiries de la résistance dont le FLN algérien avait été gratifié en emphase rhétorique de soutien par cela. Et ce, en dépit des méthodes de ce dernier, méthodes dépravées et furieusement psychopathiques, qui se plaçaient aux antipodes de l'éthico-pratique par lequel la résistance authentique se définissait, ainsi que Raymond Aubrac, par exemple, a pu le rappeler. Suivant un enchaînement sémantique avalancheux, Israël sera alors, à l'été 82, massivement affublé des marqueurs pamphlétaires d'une nazification adoptée des officines de propagande soviétiques des années 50-60. Une époque où l'accusation de sioniste était devenue, lors des procès staliniens de cette époque, un instrument de discréditation politique vers l'extérieur et le chemin assuré d'une condamnation létale pour l'intérieur. La palestinophilie, affective et affectée, comme la nommait en son temps Léon Poliakov, précédant le palestinisme idéologique de nos temps contemporains, s'ébrouait, ravi, dans ce qu'Alain Finkielkraut avait vu venir une année avant 82 dans l'avenir d'une négation. Le conflit israélo-palestinien, je cite Finkielkraut, est pris dans un mécanisme de résurrection et de déguisement qui le situe au niveau de la grande tragédie hitlérienne. C'est là le sort récurrent des avertisseurs d'incendie, comme les nommait Walter Benjamin, d'être réduits au rôle de cœur dans la tragédie grecque, celui de commenter les événements sans pouvoir agir dessus. Toujours est-il qu'à l'été 82, la rue rebelle et ses maîtres de ballet médiatiques s'époumonaient contre Israël et pour les Fédaïnes, alors qu'arrivaient à affleurer, ici ou là, des documents éclairants sur le type de bois dont ces Fédaïnes se chauffaient. Comme par exemple les photos d'emblèmes nazis de swastika découverts par Tzahal sur des murs des dortoirs de Fédaïn du Fataland. Ou bien la découverte à Saïda d'un document de l'OLP donnant la consigne, que je cite, « Toutes les bases doivent être installées dans le centre de la ville ou dans les camps de réfugiés, car la population civile constitue une protection idéale contre l'ennemi sioniste. » Un pasteur allemand, ami de Poliakov, le pasteur Rudolf Pfisterer, s'étonna à ce propos et à la lecture de l'ensemble de la presse allemande du moment que cette cause majeure de dévastation et de perte dans la population civile ne fut presque jamais mentionnée dans la presse. Et pourquoi, ajoutait-il, vous avez compris, je le cite, ces procédés de l'OLP consistant à faire protéger les combattants par des femmes et des enfants n'ont-ils pas été dénoncés ? Ajoutons que le nombre de tués rapportés par les médias ne prenait sa source qu'auprès de l'OLP, ce qui semblait être la meilleure raison pour les journalistes de les accepter sans critique. Comme aujourd'hui ça se fait, à l'identique auprès du Hamas, dont l'officine propagandiste a été renommée du syntagme de couverture « défense civile ». Finalement, il s'avéra plus tard que les chiffres donnés par l'OLP et rapportés par les médias avaient été prodigieusement exagérés et donc faussés. En résonance avec l'indolence ou la complaisance de la presse, les gauchistes dans les rues allemandes protestaient au même moment contre, je cite, « la solution finale de la question palestinienne », tandis qu'un journal d'outre-Rhin titrait à propos d'Israël « Ils sont l'ennemi mondial ». À l'identique, entre cet hier et notre aujourd'hui, à l'été 82, Pierre Mendès France dénonçait ce qu'il désignait trop sobrement de sensationnalisme lorsqu'il parlait dans les médias de génocide, d'holocauste, de juifs tueurs d'enfants. Poliakov, lui, inventoriait encore la comparaison de Begin et Sharon à Hitler et Goebbels, et Beyrouth-Ouest tour à tour à Oradour, Stalingrad ou le ghetto de Varsovie, ou Attels, insinuant que Tzahal avait reçu mission d'exterminer les populations palestiniennes. On a pu lire durant cet été 82 l'éditorial de Libération qui comparait successivement les Israéliens aux nazis, aux racistes sud-africains, aux généraux polonais, et qui accusait le gouvernement français de faire les gros yeux à Jaruzelski et des risettes à Begin. On peut entendre un journaliste de la télévision française, lors d'une interview, reprocher au grand rabbin de France, René Samuel Sirat, pour ceux qui n'ont pas en tête les successions, d'approuver le massacre des femmes et des enfants palestiniens.
On découvrit qu'au lycée Voltaire, des profs communistes organisèrent un cours d'antisionisme. Les élèves qui tentèrent de protester se firent traiter, évidemment, de sales nazis. Enfin, pour finir sans l'épuiser, ce petit tour d'horizon en rappelle, dans Le Monde, le même été, un réputé journaliste déclarait en page idée qu'il était temps que cesse ce génocide et cette apocalypse qui déshonore l'humanité, et que l'Occident se rappelle que le Nazaréen ressuscité aux blessures ineffaçables est bel et bien un Palestinien. Toute ressemblance avec ce que nous devons supporter depuis 2 ans n'est sûrement pas fortuit. Tout le matériel d'une guerre communicationnelle et d'attrition, ce que nos amis Nidra Poller et Richard Landes ont nommé guerre cognitive, était là, enquisté, sport, attendant son heure. Il est ressorti intact 40 ans après. Ces mêmes flots d'ignominie et même volonté de ne pas savoir au syntagme près, avec une virulence redoublée pour mieux étouffer sous son raffut ce que les heures d'épouvante du 7 octobre avaient un instant révélé aux yeux du monde, et sans doute aussi simultanément s'engouffrant dans la brèche de la joie mauvaise, Schadenfreude, comme l'appelait Freud, ouverte par les exactions psychopathiques dont le monde recevait l'écho pour tous ceux qui attendaient quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui insiste à ce point d'immuabilité de calomnie haineuse, sautant par-dessus plus de 40 années écoulées? Ah, j'ai perdu une page. Mais de quoi ont-ils peur? De quelles craintes archaïques ancestrales sont-ils objets, tous ceux qui grossissent dans leur logorée Israël à la dimension d'un empire colonial, quand il ne s'agirait, une fois tout le progressionniste du retour éventuellement réalisé, que d'une cité-État, ses suburbs agricoles et ses paysages irrévocables d'antiquité fondatrice. Un confetti territorial sur l'ensemble des terres émergées, un grain de sable dans la dune, mouvante au gré des contingences des vents de l'humanité. Pourquoi nombre des diplomates occidentaux se sont-ils tus durant des décades face aux déclarations tonitruantes des régimes des mollahs, aux dirigeants des gardiens de la Révolution, ensemencés de frérisme et d'égarisme, niant officiellement la Shoah, annonçant leur volonté d'effacer Israël de la carte? Pourquoi votaient-ils dans les instances internationales telles l'UNESCO les opérations d'expropriation sémantique qui visent à gommer les liens entre les Juifs et le monde du Temple? Qui ne dit mot consent, disait le pape Boniface VII. Nous avions bien là-dessus, les uns les autres, quelques petites idées. Elles restent encore un peu inaudibles. En tout cas, j'ai lu le livre de Bruno Tertrais comme une bénédiction. Ce n'est pas un ouvrage d'apologète complaisant qui flatterait notre besoin de consolation contre l'isolement auquel nous sommes réduits et acculés dans cette période, à commencer dans la cité française. De toute façon, nous savons bien que le clan Israël ne court pas derrière les apologètes. Il est plutôt mentalement enclin, dans son pattern civilisationnel, à la lucidité autocritique, voire le tannard, ou au désenchantement d'autodérision, voire son humour. Il n'espère et il n'attend que la vérité. Serait-elle parfois même déplaisante? Cette vérité qui a besoin de la raison, qui vise la justice, et où on gagne la liberté intérieure et collective. Un enchaînement de philosophèmes qui a été le travail spirituel, quand bien même claudiquant, de l'Europe à travers les siècles, et dont celle-ci a perdu apparemment tous les repères. L'essai de Bruno Tertrais ne les a pas perdus. Il cherche à étalonner et en ramasser des vérités de fait et des vérités de sens. Au résultat, son court essai prend l'importance d'un vade-mecum pour décideurs politiques, d'une référence de chevet pour tout journaliste qui prend au sérieux sa fonction sociétale d'informateur. Prenant au sérieux son champ de compétences d'analyse géopolitique et stratégique et les responsabilités qui y sont associées, son essai devrait servir de recours cadre pour toute personne qui, par ses charges,
doit traiter de questions relatives au Moyen-Orient et à ce qu'il nomme la question israélienne. Il parle en vérité. La vérité, comme on le cantille à la table du Seder, cela nous suffit. Écoutons-le. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction dont je vais essayer de me montrer digne. Déjà, le thème de masterclass sur Israël, je trouve que je ne suis pas sûr d'en être digne, justement, puisque je pense que nombre d'entre vous, je soupçonne que nombre d'entre vous connaissent le pays depuis plus longtemps que moi et beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas totalement certain qu'on soit sorti de la séquence. Ça fait partie des choses dont je vais traiter, puisque bien sûr, quand Arieh Ben-Semoun m'a proposé de faire ce petit exercice, il était prévu que je parle tout simplement d'un pays et d'un livre. Bon, il s'est passé 2-3 choses depuis, et donc je vais peut-être davantage, pour commencer, vous donner mon analyse de ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait se passer maintenant, même si, bien sûr, j'évoquerai peut-être dans le débat le petit livre que j'ai écrit. Vous avez parlé de l'été 1982. Alors moi, j'ai un souvenir très précis, pas un souvenir personnel, mais d'un titre d'un journal qui était un journal de référence. En tout cas, j'étais encore étudiant et c'était un journal de référence. Et qui disait, je me souviens très bien de cet article, « Israël donne un coup de pied dans la fourmilière libanaise ». Et l'article racontait qu'on pouvait comprendre ce que faisait le pays, mais en même temps, il y avait beaucoup de risques à justement donner ce coup de pied parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer dans ce pays, à partir de ce pays, et comment les différents mouvements, plus ou moins sympathiques vis-à-vis de leurs voisins, allaient se comporter ensuite. Et vous me donnez, d'une certaine manière, le prétexte rêvé pour dire que là, c'est plus un coup de pied, c'est les 2 pieds qui sont partis, c'est les poings aussi, et qu'Israël donne un gigantesque coup de pied dans, je ne sais pas s'il faut parler de fourmilière, mais sur l'ensemble du Moyen-Orient. Pour le meilleur, espérons. Pour le pire, probablement pas. Pourquoi exactement? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Et moi, je vous propose 5 certitudes, ou quasi-certitudes, et 2 incertitudes. La première, c'est une évidence, là encore, peut-être, c'est qu'on est au point culminant, au Schwerpunkt, comme on dit en stratégie, quand on a lu Clausewitz, qui est commencé le 7 octobre, ou plutôt le 8, que j'ai vécu, moi, de l'extérieur, comme observateur, peut-être averti, mais comme observateur, tout de suite comme l'équivalent, plus ou moins, d'un 11 septembre israélien, en termes de traumatisme porté à la nation. Certains ont pu comparer l'opération qui a commencé contre l'Iran, quelque part, à l'Irak des États-Unis, c'est-à-dire le point culminant, justement, d'une guerre. Je pense que la comparaison a tout de suite, l'analogie a tout de suite ses limites, parce que la réalité de la menace, d'abord, était indiscutable, et parce que là, pour le coup, l'idée, je dis bien l'idée, le rêve pour certains d'un changement de régime en Iran était quand même plus que justifié. Donc, première certitude, on a un point culminant, le point culminant de quelque chose. Pas forcément la fin de la séquence. Deuxième certitude, c'est bien plus que cela. Si on voulait, ce que j'hésite d'habitude à faire, mais puisque vous avez vous-même évoqué quelques références spirituelles, c'est quasiment, à mon sens, du point de vue de nombreux Israéliens, c'est l'Armageddon. C'est la bataille finale, quelque part, la bataille finale de la séquence, puisque Israël veut, et j'emploie une expression qui est utilisée là-bas, couper la tête de la pieuvre, ou du serpent, de l'hydre, je ne sais pas comment il faut l'appeler. J'ai fait un petit calcul, et j'ai réalisé que l'État d'Israël a vécu plus longtemps avec la République islamique d'Iran que sans la République islamique d'Iran, puisque c'est 31 ans sans elle, si j'ose dire, et 46 ans avec elle, dont l'idée de la transformation de ce régime, plutôt que ce pays, cet État, en menace permanente et existentielle, parce que c'est vrai que je vois parfois, depuis 20 ans, des analystes, des experts, des journalistes spécialistes du Moyen-Orient qui disent « Oui, mais tout ça, c'est de la comédie ». Quand les gardiens de la Révolution défilent en disant « Mort à Israël, c'est de la comédie ». Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de rappeler que, imaginons que si nous, Français, on avait la Russie
qui était en train de se doter de l'arme nucléaire et que tous les jours les Russes défilaient en disant mort à la France, mort à la France, on se sentirait pas forcément tranquille. Et j'utilise un euphémisme. En tout cas, c'est ma deuxième certitude. Plus rien ne sera comme avant au Moyen-Orient. La troisième, c'est que le régime iranien est considérablement affaibli. Il y a des critères qu'on peut utiliser, que les spécialistes utilisent, qui sont assez pratiques parce que ce sont des chiffres qu'on peut trouver facilement. C'est le nombre de missiles tirés par l'Iran chaque jour. Et là, on voit qu'on est, j'ai bien tiré, parce qu'on sait qu'Israël arrive à en intercepter quasiment 90%. On est passé de 200 par jour les premiers jours à 20 par jour aujourd'hui. Ça nous dit quelque chose de l'affaiblissement des capacités, en tout cas balistiques, des capacités de missiles du régime. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les capacités de soutien direct au terrorisme de la part de la République islamique ont été, depuis quelques mois, considérablement réduites aussi. La quatrième certitude, c'est que le programme nucléaire est sans doute considérablement retardé, mais probablement pas éliminé. Et c'est pour ça que j'hésite à utiliser votre expression, une bonne chose de faite. C'est peut-être une bonne chose de faite, mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Est-ce que le régime était à deux doigts, je reprends là encore votre expression, de se doter de la bombe? On peut avoir des débats infinis là-dessus. Il n'y a pas de certitude absolue, sauf de dire que la capacité, si la décision politique avait été donnée, la capacité de fabriquer une bombe commençait très probablement à être réduite à un délai qui ne se mesurait plus, probablement plus en années. Voilà, je dirais les choses comme ça. Je suis extrêmement prudent parce que je me méfie beaucoup des certitudes dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. La cinquième et dernière certitude, si je peux quand même en avoir quelques-unes, c'est l'impact, c'est l'onde de choc géopolitique. On sait que les pays du Golfe qui font preuve d'une grande hypocrisie en public sont, pour la plupart, pas mécontents de voir le régime de la République islamique d'Iran extrêmement affaibli. En fait, pour eux, aujourd'hui, la situation n'est pas mauvaise. Après-demain, ça sera peut-être autre chose. Pourquoi ? Parce que un régime qui demeure, c'est-à-dire qui ne s'effondre pas, parce que l'effondrement, on ne sait pas où ça va, mais qui est considérablement affaibli, c'est peut-être le meilleur résultat possible pour des pays qui ne souhaitent pas voir le chaos complet de l'autre côté du Golfe Persique, arabo-persique, arabe, je ne sais pas. Je me souviens de quelqu'un de l'ambassade d'Iran qui m'avait écrit parce que j'avais utilisé dans un article l'expression Golfe arabo-persique. Que n'avais-je pas dit ? La Russie est en train de vivre une période pas folichonne pour M. Poutine, au Moyen-Orient en tout cas, puisqu'elle vient de perdre son allié syrien et qu'elle voit son allié iranien très précieux dans la guerre contre l'Ukraine, puisque l'Iran a notamment été d'un très grand secours à Vladimir Poutine pour la fabrication de drones. Il y a une usine de drones iranienne près de Kazan. Le soutien iranien est extrêmement important pour la guerre de Vladimir Poutine. Et la Russie réalise maintenant qu'elle pourrait perdre de nouveau son deuxième allié dans la région. On pourrait parler d'autres régions, on pourrait parler du Caucase, région passionnante aussi, où c'est probablement l'Azerbaïdjan qui est gagnant, mais ça, on ne va peut-être pas faire le tour du monde non plus. Et puis, deux incertitudes. La première, elle découle de ce que je viens de dire sur le programme nucléaire, sur son avenir exact, sur la capacité de reconstitution par le régime d'un programme nucléaire militaire. Et là, on ne peut pas aujourd'hui dire grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des camions qui sont partis, des camions où il y avait du gaz dedans. Le gaz, c'est l'hexafluorure d'uranium. C'est de l'uranium enrichi à 60%. Ça tient dans quelques camions. Alors, ils ne vont pas tout mettre dans le même camion parce que ça serait imprudent. Les accidents de camions, ça arrive surtout quand les Israéliens font preuve de renseignements aussi précis et d'une pénétration absolument extraordinaire du régime iranien. Mais il y a de l'uranium dans la nature. Il y a encore des scientifiques iraniens. Ils n'ont pas tous disparu, même si les coups portés et les assassinats de scientifiques qui travaillaient directement sur le programme nucléaire militaire sont quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger du point de vue du résultat opérationnel, parce que contrairement à ce que certains vous diront, y compris dans les médias français, y compris des anciens secrétaires d'État américains, comme je l'ai entendu hier,
fabriquer la bombe, ce n'est pas un livre de recettes de cuisine, c'est un savoir-faire. Et perdre des scientifiques doués et compétents, ça retarde d'autant plus l'effort. Donc je ne vais pas vous dire, malheureusement, que le problème est réglé. Ce qui est certain, c'est que le programme est retardé, mais que tant que ce régime existera, il maintiendra, à mon sens, son effort. Alors, que fera Israël, je ne sais pas, mais on peut le deviner. Il va tondre la pelouse, comme on dit habituellement. Tondre la pelouse, ça veut dire que l'herbe repousse, on va retondre la pelouse. C'est une expression un peu cynique, mais qui est très fréquemment employée, vous le savez sans doute, en Israël. Donc je reste très prudent quant à l'idée sur laquelle le problème stratégique iranien serait réglé pour nous, Européens, et pour Israël. Restons très prudents. Et deuxième incertitude, bien sûr, c'est l'avenir exact du régime. J'ai été assez troublé par le flou entretenu par les autorités israéliennes quant aux objectifs précis de la campagne qui a commencé de manière spectaculaire le 13 juin. Très clairement, à mon sens, on était... Alors, il y a une expression qu'on emploie parfois dans les bouquins de psychologie, c'est le nudge. Nudge, ça veut dire pousser un peu, donner un coup de pouce. On avait l'impression que le Premier ministre israélien voulait donner un coup de pouce à la population iranienne pour qu'elle se soulève. Israël n'a pas les moyens de faire un changement de régime complet, à supposer que ce soit la bonne formule de faire ça par des bombes. Mais le fait est que les Iraniens ne se soulèvent pas. On peut souhaiter la disparition de ce régime, mais ça ne se fait pas tout seul. Et je ne vois pas des millions d'Iraniens dans la rue. Je ne vois pas non plus d'opposition prête à prendre le relais. Alors je sais très bien qu'après 46 ans de répression, l'opposition publiquement organisée et visible, ça n'est pas possible. Il y a certainement en Iran, notamment chez les plus jeunes, mais pas seulement, des gens qui seraient prêts, seraient compétents pour prendre les rênes d'un régime qui se serait effondré. Malheureusement, ce n'est pas le seul scénario possible. Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste de la politique iranienne et du monde intérieur iranien, mais je sais un petit peu comment ce type de régimes peuvent évoluer dans l'histoire. Je dis souvent que les régimes autoritaires peuvent durer longtemps, mais chuter brutalement. Alors c'est peut-être ce qui va se passer en Iran, mais malheureusement, il ne faut pas sous-estimer la capacité de résilience de ce régime. Il est possible qu'il évolue, qu'il se morphe dans quelque chose de différent, que les mollahs soient mis à l'écart, et que les militaires prennent le dessus. C'est déjà un régime, il faut jamais dire l'Iran des mollahs ou le pays des mollahs, c'est ridicule. Ça fait bien longtemps que les militaires ont pris une importance aussi grande dans le fonctionnement du régime que les religieux. Tout ceci pour dire qu'il y a vraiment, encore aujourd'hui, une certitude, l'affaiblissement du régime, et une très grande incertitude sur les scénarios de l'Iran. Un tout dernier mot peut-être sur la question dont on a beaucoup parlé, y compris le président de la République française, sur la question de la légalité ou de la légitimité des opérations conduites par Israël et par les États-Unis. Et là, je voudrais rappeler à tous ceux qui considèrent que la charte de l'ONU, c'est l'alpha et l'oméga du droit international, que le droit international, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Le droit international, c'est un ensemble de textes et de coutumes, et les coutumes, c'est créé par les États. Alors, je ne vais pas me faire que des amis dans la salle, mais du strict point de vue du droit, Emmanuel Macron a raison de dire que la légalité de l'opération américaine ne s'impose pas. Il a raison, mais ça ne suffit pas de dire ça. Alors, ça voulait dire en creux, et peu d'observateurs l'ont noté, que pour l'opération israélienne, c'était peut-être plus compliqué. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un régime qui vous attaque directement ou indirectement pendant 40 ans, eh bien, vous pouvez considérer que du point de vue du droit, vous allez vous défendre en attaquant ce régime. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les critères premiers de la légitime défense avec l'imminence de la menace, mais on peut considérer aussi que la menace était imminente depuis 46 ans. Là encore, je vous invite à vous méfier des jugements trop tranchés sur ce point. Il me semble en tout cas que si la légalité peut être discutée, si la Cour internationale de justice se prononçait demain, elle dirait oui, c'est quand même pas conforme à la charte de l'ONU. Les juristes que j'ai pu consulter me disent ce que je soupçonnais, à savoir c'est quand même pas si simple, et que si du point de vue de la légalité pure,
ce n'était pas évident. La légitimité et la coutume créée par certaines opérations militaires depuis 1945 font qu'on ne peut pas avoir de jugement aussi tranché. Un tout dernier mot, c'est sur une région, un territoire dont on ne parle plus beaucoup, en tout cas en France, c'est Gaza. Je ne sais pas exactement ce que compte faire le gouvernement israélien lorsqu'il estimera, et nous n'y sommes pas, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour réduire la menace iranienne, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir, alors bien sûr, toujours une pensée pour les otages, mais aussi une pensée pour les 2 millions de Gazaouis qui ne sont pas tous des terroristes et dont le sort est aujourd'hui très incertain. Et on ne peut pas aujourd'hui considérer que réduire la menace terroriste, anéantir le Hamas, ça passe nécessairement par laisser une population d'1,5 million ou de 2 millions de personnes sans endroit où aller dès lors que les pays arabes n'en veulent pas. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de raison de les accueillir. Donc je suis quand même préoccupé par le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui, me semble-t-il, de solution agréée et de plan d'ensemble financé et agréé de reconstruction de Gaza. Si Israël veut avoir 1,5 million de personnes déplacées ou réfugiées à sa frontière et sans savoir ce qu'il va advenir d'eux dans les 10 ans qui viennent, ça serait son choix. Je ne suis pas sûr qu'au-delà de l'aspect strictement humanitaire, ça soit un choix raisonnable. Tout ceci pour dire que lorsque la question iranienne passera un tout petit peu au second plan, la question de Gaza, qui, pour tout un tas de raisons, à la fois humanitaire, politique et stratégique, n'est pas du tout réglée, reviendra, à mon sens, d'actualité. Cher Arié, souhaites-tu que je m'arrête là et qu'on parle ensuite, parce que je ne voudrais pas, si je me mets à parler de mon livre tout de suite, ça va faire un peu décalé. Peut-être qu'on va en parler après. Alors, peut-être continuer sur cette première partie de ton intervention. À partir de ce que tu as dit, quelques points que j'ai notés et sur lesquels je voudrais peut-être t'interroger, et bien sûr avec Gérard Rabinovitch. Tu as parlé tout à l'heure d'affaiblissement des capacités balistiques de l'Iran, qui tirait 200 missiles par jour au début, et puis qui n'en tire plus que 20. Est-ce que c'est parce que le régime s'est affaibli et que les quantités de missiles manquent, ou est-ce que, connaissant les Iraniens, qui ne sont pas les plus abrutis du monde et qui sont quand même des stratèges, est-ce que ce n'est pas une technique, une stratégie pour préparer une guerre d'attrition qui pourrait durer longtemps et épuiser les capacités d'Israël à se défendre? Et alors, est-ce qu'on est là dans un régime vraiment affaibli, dont les stocks de missiles ont vraiment décru, parce que les Israéliens en ont descendu ou annulé un certain nombre avant même que les opérations ne démarrent? Ou est-ce que là, on est dans une situation où vraiment le régime est vacillant et que peut-être, en poussant encore un peu plus, on pourrait le faire tomber? Alors, le fait que le régime ait beaucoup moins de capacité de lancer un très grand nombre de missiles et de drones, d'ailleurs, au même moment, ne veut pas dire qu'il vacille. Autrement dit, le fait que sa capacité de frappe à distance, à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, soit considérablement réduite, ne veut pas dire que le régime lui-même vacille. Mais je penche très clairement vers l'option 1, à savoir qu'Israël a réussi, en s'attaquant à la fois aux stocks de missiles, aux centres de production de missiles, aux centres de commandement, je pense qu'Israël a réussi à réduire très significativement la capacité de l'Iran à lancer un très grand nombre de missiles simultanément, pour toutes ces raisons. Je regarde l'ambassadeur Éric Danon qui est aussi un spécialiste des missiles, puisqu'il sait tout faire. Je verrai s'il me contredit ou pas. Alors la réponse, c'est pas du tout. Donc, Alors on souhaite bien sûr la bienvenue à Éric et Marie Danon. Éric était ambassadeur de France, toujours le même lapsus d'Israël en France. Non, de France en Israël, je précise. Et il est effectivement un expert des questions de désarmement. Et probablement que tout à l'heure, il aura à cœur de nous dire quelques mots sur le sujet. Sur la question de la bombe atomique. Alors, on entend beaucoup de choses. Et certains commentateurs ont dit, mais les Iraniens n'étaient pas prêts tout de suite à avoir la bombe atomique, voulant ainsi dire que l'intervention des Israéliens ne se justifiait pas. Alors, elle se justifie parce que si on veut arrêter et empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique, c'est mieux de les empêcher avant qu'ils l'aient plutôt qu'après. Ça, c'est une logique implacable. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, Bruno, que finalement, que ce soit quelques semaines ou quelques mois ne change rien à l'affaire, puisque les Iraniens, de facto, ont la technologie,
ils ont tous les éléments du puzzle qui ne reste plus qu'à constituer, et que ça ne dépend finalement que de la décision politique qui pourrait être prise ou pas d'ailleurs par le guide suprême de constituer une bombe atomique et de facto mettre la communauté internationale devant le fait accompli que l'Iran est une puissance nucléaire. Oui, mais je crois que c'est justement pas si simple. C'est pas un puzzle. Un puzzle, ce sont des pièces fixes, bien découpées, qu'il n'y a qu'à assembler. La bombe atomique, c'est plus, encore une fois, de la cuisine. Et il faut pardon d'être un peu trivial, mais il ne faut pas seulement la bonne recette, il faut aussi les bons fourneaux, littéralement d'ailleurs. Il faut un chef cuisinier d'expérience. Il y a tout ça. Donc, le fait que ces éléments soient dispersés ou pas, qu'il y ait des scientifiques compétents pour s'en occuper ou pas, tout ceci compte beaucoup. Alors, ça me permet de dire un mot quand même, parce que c'est vrai que tu sais que je connais un peu cette question. Je répète, pour que ces histoires de délais soient claires. Il y a 3 ans, les Israéliens estimaient qu'il faudrait sans doute 18 à 24 mois, grosso modo, hein, on est dans l'évaluation, pour que l'Iran, s'il le décidait, construise une bombe. D'accord ? Ce délai semble avoir été réduit dans les mois ou les années qui viennent de s'achever. N'écoutez pas certains bons experts qui vous disent « mais le renseignement américain a dit que l'Iran n'était pas du tout sur le point de faire la bombe ». Alors attention, il ne faut pas me prendre sur ce terrain-là. Premièrement, quand vous lisez exactement ce que disent les rapports publics de renseignement américains, comment ils évoluent d'année en année, vous voyez qu'ils ne disent pas la même chose en 2024 qu'ils disaient en 2023 et 2022. On sentait que les Américains, je me réfère à ce qui est public, commençaient à se dire il y a des trucs bizarres qui se passent en Iran, pour faire simple. Et ensuite, depuis quelques mois ou quelques semaines, il semble que, quelques mois a priori, il semble que les Israéliens et sans doute les Américains aient eu à la fois du renseignement et de l'analyse de renseignement qui leur ont fait craindre que les délais soient en train de se raccourcir considérablement. À partir de là, il y a une sorte de fenêtre d'opportunité qui peut s'ouvrir. C'est un jugement politique. À quel moment je prends cette décision terrible d'envoyer 200 avions sur un pays ennemi ? Et là, donc, il semble qu'il y ait eu quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas. Est-ce que Israël nous balade complètement ? C'est possible. Mais dans la mesure où les Américains eux-mêmes, et avant Trump d'ailleurs, commençaient à avoir des soupçons, je ne serais pas surpris qu'on se rende compte que finalement, il était en train de se passer quelque chose. Non pas le montage de la bombe, mais que les délais étaient en train de se raccourcir et que donc les Iraniens étaient en train, depuis plusieurs mois, peut-être un petit nombre d'années, en train de faire des travaux préparatoires pour que si le guide suprême donne l'ordre, eh bien, le délai puisse être très court. Tout ça est un peu compliqué, pardon, mais... Le communiqué de l'AIEA, par exemple. Alors, et puis il y a eu par ailleurs, il y a eu aussi la veille, littéralement, de l'opération israélienne, mais ça, c'est un peu autre chose. Il y a eu pour la première fois depuis 20 ans, mon Dieu, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis cette affaire, pour la première fois depuis 20 ans, il y a eu une résolution de l'AIEA, donc du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dit « Nous ne sommes plus en mesure de garantir que le programme nucléaire iranien est à vocation exclusivement pacifique. » Ça a l'air, c'est très diplomatique, c'est un peu techno, mais c'est le langage d'une agence technique. Voilà. Et donc c'est important, effectivement. On l'a un peu oublié parce que c'était littéralement la veille, coïncidence ou pas, je ne sais pas, du bombardement. Tout ça pour dire qu'il faut se méfier des choses très tranchées dans ce domaine. Je dirais en une phrase, il semble que ce délai était en train de se raccourcir. Voilà. Alors, il y a un point que tu as abordé sur lequel nous travaillons beaucoup chez Elnet, c'est la question du droit international. Ce droit international, on nous en rabat les oreilles du matin au soir, et la plupart du temps, par des gens... C'est important, le droit. Oui, c'est très important, nous y sommes très attachés, mais la plupart du temps, ceux qui nous en rabâchent les oreilles sont des gens qui ne le connaissent que très peu ou pas du tout, qui répètent ce que souvent ils ont entendu d'autres personnes qui ne le connaissaient pas davantage, et par conséquent, on est là dans une espèce de méli-mélo, c'est le rayon incapacitant, c'est-à-dire dès qu'on n'a plus rien à dire, on invoque le droit international et on dit dans la même phrase que Israël, évidemment, viole en permanence le droit international, ce qui est loin d'être la vérité. Alors ma question, Bruno, nous en dire un peu plus sur le sujet,
Parce qu'on se rend compte que finalement, les pays voyous, eux, n'ont aucun problème avec le droit international puisqu'ils ne le respectent pas, que ce soit la Russie qui envahit son voisin, un État souverain, qui viole la charte des Nations Unies la plus élémentaire. Pourtant, la Russie, membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran, des ayatollahs, qui depuis 46 ans maintenant vouent Israël aux gémonies et annoncent clairement qu'ils veulent détruire ce pays avec toutes les citations qui ont déjà été données et qu'on peut redonner. Maintenant, les groupements terroristes para-étatiques, eux, le droit international, c'est pareil, ils n'en ont rien à faire puisqu'ils ne le respectent pas. Et puis je constate que personne ne va les chercher sur ce terrain-là. Ils ne le respectent pas, mais on n'attend pas qu'ils le respectent, donc c'est comme si c'était normal. Et puis évidemment, tous les yeux se braquent notamment sur Israël. Et là, tu as dit une chose très importante. S'agissant de l'intervention américaine, c'est certainement plus discutable parce que là, c'est une décision qui est prise par un pays qui n'est pas en confrontation directe avec les Iraniens, même s'il y a des contentieux. Mais s'agissant d'Israël, le droit international peut être vérifié dans tous les sens. C'est ce que nous avons fait pas plus tard que ce matin. Et nous avons produit une note très sérieuse sur la question que nous partagerons bien sûr avec tous nos amis. Mais cette idée que finalement le droit international est malheureusement mal utilisé et en tout cas sert aujourd'hui de prétexte et de rayon incapacitant, comme je le dis tout à l'heure, pour tous ceux qui finalement veulent accabler les démocraties. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans cette guerre asymétrique, le droit international devient une arme asymétrique. Et on voit bien que ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que les voyous peuvent tout faire, mais que les démocraties n'ont plus le droit de se défendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait dire comme ça ? Écoute, j'ai 2 heures. Non, c'est une question extrêmement complexe. Il y a un mot, à mon avis, qu'il faut prononcer ici, c'est les attentes. À tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, on attend davantage d'un pays démocratique qu'il respecte davantage les normes de droit international. À tort ou à raison. Les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis du Hamas ou du Hezbollah sur le droit international sont a priori assez faibles. Et donc, on attend d'un pays qui dit « je suis une démocratie », et qui souvent l'est, Israël en est une, la France en est une, on attend de ces pays qu'ils respectent davantage le droit international. Ça, c'est le premier point. Alors, on pourrait dire « mais au contraire, le droit, il doit être neutre, il doit s'appliquer à tout le monde, et on doit reprocher tout autant à la République islamique d'Iran de violer en permanence le droit international, y compris ses propres engagements. » Je le répète, c'est ses propres engagements. Les engagements qu'on a pris, on doit les respecter. On devrait normalement demander à la République islamique d'Iran, moi je dis toujours la République islamique d'Iran, pas l'Iran. Ça permet de dire que c'est un régime le problème, c'est pas une nation, c'est pas un pays. Normalement, on devrait avoir les mêmes attentes. Le fait est qu'on n'a pas les mêmes attentes. C'est une explication. Voilà. Après, moi, ce qui me gêne considérablement dans ces débats sur le droit international, en ayant quelques souvenirs de ma formation de juriste et une appétence quand même assez importante pour le droit, c'est que même des bons analystes, des bons responsables politiques, des bons journalistes ne vont pas au fond du sujet. Se taper, pardon l'expression, les 40 pages d'un avis de la Cour internationale de justice, il faut aimer ça. Voilà. Il faut être un peu juriste pour aimer ce genre de choses. Bon, je ne vous dis pas que c'est un plaisir matinal, mais c'est extrêmement important quand on se met à lancer à la figure des uns et des autres des accusations telles que apartheid, génocide et autres. Voilà, j'ai prononcé ce mot qui pèse extraordinairement lourd. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup vu de papiers ou d'analyses qui prennent le temps d'expliquer exactement ce qu'a voulu dire la Cour internationale de justice, par exemple, parce que j'ai quand même noté quelques citations. On sait, enfin, tu le sais certainement, vous savez peut-être que la présidente de la Cour internationale de justice a dit, là j'ai la citation mot à mot, la Cour n'a pas déclaré que l'accusation de génocide était plausible. Elle a dit qu'il y avait un risque de dommages irréparables au droit des Palestiniens d'être protégés contre le génocide. Il se trouve que le droit, c'est compliqué, ben c'est ça. Elle dit aussi, certains des actes commis par Israël pourraient tomber sous le coup de la Convention d'interdiction du génocide. Sauf que cette convention, qui l'a lue ? Qui l'a lue ? Vous l'avez lue ? Vous êtes certain, je suis certain que quelques-uns d'entre vous au moins l'ont lu. Mais un acte, par exemple, un acte qui peut tomber sous le coup de la Convention,
Ça peut être l'incitation au génocide. L'incitation au génocide, ça peut être quoi du point de vue juridique? Ça peut être le fait de dire, si vous avez par exemple un secrétaire d'État au logement qui dit en fait il faudrait que les Palestiniens disparaissent de la surface de la terre, c'est quelque chose qui est une déclaration qui tombe sous le coup de la Convention d'interdiction du génocide. Mais ce n'est pas commettre en soi physiquement un génocide. Je suis un peu long sur ce point, mais parce que je sais qu'il est central, et encore une fois, je sais à quel point il pèse lourd, je sais à quel point il est instrumentalisé. C'est certainement pas moi qui dirais que les forces israéliennes sont exemptes de tout comportement criminel. Il y a eu certainement, à mon sens, des crimes de guerre commis pendant les opérations qui ont commencé le 8 octobre 2023. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est le cas dans la plupart des guerres. C'est comme ça. Et là, Israël, ni plus ni moins. Savoir exactement quelle ampleur, personne ne le sait aujourd'hui. On le saura après. Mais donc, voilà, entre dire il y a certainement des crimes de guerre qui ont été commis, pas forcément ordonnés par en haut, mais des crimes de guerre commis, et dire il y a la pratique d'un génocide activant et organisé par le gouvernement israélien, il y a un monde, il y a un gouffre tel, enfin, il y a la place pour le peuple juif de passer la mer Rouge là, entre les deux. C'est belle image. Je ne sais pas si c'est une belle image, c'est celle qui m'est venue, je voyais la mer là. Et donc, franchement, encore une fois, sur ces questions juridiques, alors je ne suis pas un grand juriste international, hein, j'aime bien lire le droit. Je crois qu'il faut vraiment être aussi précis que possible et dépassionner les choses autant que possible. Et ça ne veut pas dire être, loin de là, être insensible aux souffrances du peuple palestinien. Alors, sur la question du changement de régime, les Israéliens ont clairement indiqué que ce n'était pas un de leurs objectifs de guerre. Mais si effectivement on pouvait pousser un petit peu pour que ce régime tombe, pourquoi pas? Mais évidemment, personne n'a jamais pensé que le régime allait tomber parce que les Israéliens allaient le bombarder. Mais en revanche, il ne tombera pas non plus si on est complaisant avec lui, ce que malheureusement est la situation qui prévaut depuis 46 ans avec la plupart des démocraties occidentales. Et quand on entend notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, nous dire qu'il est pour l'autodétermination des peuples et qu'il appartient au peuple iranien de s'autodéterminer et de décider de manière souveraine quel sera son avenir, on a envie de se pincer tant on oublie que ce peuple est malheureusement dirigé, dominé d'une main de fer par un régime sanguinaire qui n'hésite pas à emprisonner, à massacrer, à tuer, à pratiquer toutes les exactions que l'on peut imaginer. Donc non, les Iraniens ne se libéreront pas tout seuls de ce régime-là. Ils ont essayé il y a 2-3 ans. Ils ont été copieusement massacrés. Ceux qui ne sont pas morts ont été arrêtés. Ils ont disparu. Et le peuple iranien a été laissé livrer à lui-même sans beaucoup de compassion de la part de la communauté internationale. Alors, sur cette question du changement de régime ou de régime qui change, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on change de régime ou est-ce que le régime peut changer ? Sur le fait que tu parlais des militaires, est-ce que l'armée iranienne qui... de ce que j'en sais, n'est pas terrible, puisque c'est principalement le corps des gardiens de la Révolution qui dirige les opérations militaires et qui a les armes, les budgets, etc. Comment tu vois, toi, la suite des opérations? Parce que même pour quelqu'un comme Ehud Barak, on ne peut pas suspecter d'être tendre avec Netanyahou, bien au contraire. Il a indiqué qu'il soutenait évidemment cette campagne contre l'Iran, mais il a dit surtout une chose, pour ce qui est du nucléaire, c'est trop tard. Les Iraniens sont beaucoup trop avancés. On ne les arrêtera pas, sauf à faire tomber le régime. Alors, est-ce que l'idée de faire tomber ce régime est quelque chose qui peut être entendu par... ce n'est pas la question des Israéliens, ça ne sera pas la question des Américains, parce qu'eux ont décidé de ne pas trop s'en mêler pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure des États-Unis et la manière de penser de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas là une responsabilité pour les démocraties occidentales que de se porter au secours du peuple iranien qui demande la liberté et l'indépendance? Alors, je ne suis pas là pour défendre un ministre, mais je rappelle 2 choses. D'abord qu'en France, c'est quand même le président de la République qui décide. Et donc, j'allais dire que le ministre est un peu une cible facile. Si vous avez des problèmes avec la diplomatie française, il faut s'adresser au président. Sur les déclarations que tu mentionnes, j'allais dire qu'à la lettre, ce sont des déclarations qu'on ne peut qu'approuver. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est au peuple de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, sur le papier, c'est très bien. Et donc, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est aux Iraniens de choisir librement, mais ils ne le peuvent pas
comment ils peuvent être gouvernés. Alors, le problème, c'est que cette question arrive après, 20 ans après, mais après l'Afghanistan et surtout l'Irak. La mémoire de l'Irak est un tel poids sur les consciences collectives occidentales que toute idée d'aider un régime à tomber par la force, par les bombes littéralement, est quelque chose qui suscite des réflexes de rejet dans la majorité des opinions occidentales. Et quelque part, ce n'est pas totalement incompréhensible. Moi, j'ai toujours dit, je me souviens, on me l'a suffisamment reproché à l'époque, en 2003, je pensais qu'il y avait une certaine légitimité à l'opération américaine, mais qu'elle n'en était pas moins dangereuse. Et donc, comme on dit en anglais, « be careful what you wish for ». Si, aujourd'hui, il y a trois ou quatre scénarios. Premier scénario, le régime demeure le même, mais il est considérablement affaibli. Deuxième scénario, le régime évolue, a change in the regime, pas un regime change, et par exemple, les militaires prennent le pas sur les mollahs, pour faire simple. Alors, les militaires, il y a deux types de militaires, même s'il n'y a pas de distinction très nette, il y a quand même d'un côté l'armée et de l'autre les gardiens de la révolution. Est-ce que l'armée régulière est suffisamment forte aujourd'hui pour prendre le pouvoir en Iran? Probablement pas. Est-ce qu'un Iran où les gardiens de la révolution prennent le pouvoir et, on va dire, disent au guide suprême et à l'Assemblée des experts de prendre une retraite paisible, est-ce que ça serait mieux pour la région, pour l'Europe, pour le monde? Pas forcément. Est-ce qu'un Iran totalement chaotique, un Iran de guerre civile, où les minorités prennent les armes, dans laquelle certains pays de la région, je pense par exemple à l'Azerbaïdjan, mais aussi à d'autres, essayent de grappiller des morceaux de territoire, dans laquelle il y a encore certaines forces qui ont la capacité de lancer des missiles un peu partout sur la région. Est-ce que c'est vraiment un futur souhaitable? J'en suis pas totalement certain. Je vais vous dire, moi je pense que tout paramètre pris en compte, dans les semaines et les mois qui viennent, le moins mauvais des scénarios, parce qu'on est dans un domaine où on essaie de définir le moins mauvais des scénarios, c'est toujours pas le meilleur, mais le moins mauvais, c'est peut-être ce régime-là considérablement affaibli à la fois militairement et économiquement, qui créerait peut-être les conditions de sa perte de légitimité à l'intérieur du pays, au sein de la population, qui, elle, alors, pourrait commencer à se révolter. Ça serait peut-être le meilleur scénario. Un régime qui tombe d'un coup, un régime autoritaire qui tombe d'un coup, c'est peut-être en apparence une très bonne nouvelle, mais ça peut déboucher sur des scénarios compliqués et pas forcément toujours souhaitables. Les opposants iraniens, ils sont nombreux hors du pays, et notamment en France, ils sont très actifs, disent on entend beaucoup de choses qui sont fausses parce qu'on ne peut pas comparer la situation de l'Iran avec celle de la Libye de Kadhafi, de la Tunisie de Ben Ali et de l'Irak de Saddam Hussein, etc. Là, on n'a pas affaire à une population, et ça n'est pas dans ma bouche péjorative de le dire ainsi, mais des populations qui n'étaient pas prêtes à gouverner. La société iranienne, c'est quand même autre chose. Il y a une résistance, il y a une opposition, il y a des intellectuels, il y a des responsables politiques, il y a un roi en exil qui ne veut pas prendre le pouvoir, mais qui dit qu'il est prêt à faire don de sa personne pour opérer la transition. On n'est pas dans la même situation. Tout à fait. Le régime iranien pourrait tomber d'un coup. Ce ne serait pas, à mon avis, mais je te laisse me dire ce que tu en penses, le chaos en Iran. Je vais être rapide parce que la situation intérieure iranienne n'est vraiment pas mon cœur d'expertise. Mais tu as raison de dire que l'Iran d'aujourd'hui, c'est ni l'Afghanistan de 2001, ni l'Irak de 2002-2003. Ça, c'est totalement vrai. Tu as raison de dire également qu'il y a, du point de vue, j'allais dire, des compétences, dans tous les sens du terme, de l'intellect, des connaissances. Il y a aujourd'hui des milliers de gens qui seraient capables de gouverner le pays rapidement et efficacement. Tout ceci est vrai. Mais un pays dans lequel il y a des dizaines de milliers de gens, les milices armées, qui quadrillent la population, demain, qu'est-ce qu'elles deviennent? Je ne sais pas exactement. Voilà. Donc tu as raison de dire, on n'est pas en Irak en 2002. Il n'empêche que dans un pays dans lequel il y a autant d'armes en circulation et des milices qui joueraient leur peau, littéralement, si le régime vacillait, je suis quand même méfiant. Alors,
une dernière question de ma part pour introduire la deuxième partie où tu vas pouvoir nous dire 2-3 mots sur ton livre parce que c'est quand même important. Et puis, vous aurez la parole. Vous faites comme moi, vous voyez, des petites questions courtes et pour laisser le temps à... Ah non, tu ne poses pas les questions courtes, tu te poses des si, questions si, longues. elles sont Mais elles courtes. sont très bien, mais tu poses des questions longues. Bon, alors, Voilà. vous ferez plus court que moi, d'accord Alors, une question simple. Le 18 juin, le président de la République avait l'intention, ça a été reporté, il y avait une initiative de convoquer une réunion internationale à New York, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, pour aller dans le sens de la reconnaissance unilatérale de la Palestine. Alors, il y a un trouble, il y a un flou là-dedans. Est-ce qu'il fallait le reconnaître? Est-ce que c'était préparé les conditions pour qu'il soit reconnu? On n'a jamais vraiment bien compris ce que voulait nous dire le président de la République, qui est assez confus. Oui, ça arrive. Alors, le regard que tu portes sur cette conférence, qui ne s'est pas tenue, mais qui va arriver tôt ou tard, puisque ça n'a été que reporté, et de manière générale, ta vision de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, Moyen-Orient, sur la question palestinienne. Et puis ensuite, on passe la parole à l'auditoire. Oui, alors, cette conférence, effectivement, je ne serais pas surpris qu'elle se... Alors, je n'ai pas d'infos, mais par exemple, elle pourrait se tenir au moment de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, par exemple. Ça me semble, moi, si j'étais au Quai d'Orsay, c'est probablement ça que je viserais, mais je n'ai pas d'informations. C'est un peu plus... Alors là, pour le coup, au risque d'apparaître comme un défenseur de président, je vous prie de croire que je sais être critique vis-à-vis du président. Ceux qui me connaissent le savent, mais je pense qu'il a lancé cela comme un processus d'ensemble et non pas comme quelque chose qui est seulement centré sur la reconnaissance de la Palestine. À ma connaissance, il y a eu un très gros travail fourni par des experts et des gouvernements de toute la région. Il y avait 17-18 groupes de travail sur des questions qui allaient jusqu'à la question des manuels scolaires palestiniens qui ne sont pas encore, on va dire, pas encore tout à fait nettoyés. Hein, voilà. Continuer à débarrasser les manuels scolaires palestiniens de toute incitation au terrorisme. Enfin, les groupes de travail ont, à ma connaissance en tout cas, été extrêmement exhaustifs sur la manière dont on pourrait stabiliser la région dans son ensemble. Et dans ce processus, sans doute à la fin, il pourrait y avoir une reconnaissance mutuelle, sous une forme ou une autre, de l'existence d'un État palestinien souverain et, bien sûr, par d'autres pays, de l'existence de l'État d'Israël. Donc c'est un processus qui se veut complexe, mais plus intelligent qu'il en a l'air. Est-ce qu'il est réaliste? Je ne sais pas. Est-ce que c'était sérieux? Oui, c'était sérieux. Est-ce que MBS, l'Arabie Saoudite, a acheté le principe? Oui, totalement. Est-ce que les États-Unis ont complètement acheté le système, le principe? Pas totalement. Or, on sait très bien, Macron sait très bien qu'on ne peut rien faire sans les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Alors là, pour le coup, je me projette, exercice ô combien délicat dans la psyché du président. Je vous remercie, j'ai besoin de toute votre sympathie là. Je pense qu'il est, d'abord, vous le savez sans doute, sincèrement préoccupé de ce qu'on appelle l'importation du conflit, un mot que j'aime pas beaucoup, hein, mais en tout cas des conséquences sur la société française des conflits au Proche-Orient. Voilà. Il l'est sincèrement persuadé, convaincu. Alors, je pense que les présidents français successifs ont toujours été obsédés par ça, mais lui plus que d'autres. Probablement un peu trop. Bon. Deuxièmement, je pense qu'il a été aussi sincèrement affecté par les images, les récits, véridiques ou pas, peu importe, qu'on lui rapporte de la tragédie des populations de Gaza. Deuxièmement, un aspect humanitaire. Troisièmement, un aspect diplomatique. La France, Emmanuel Macron en particulier, veut continuer à jouer un rôle dans la région, veut avoir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, l'idée de faire, non pas un coup diplomatique, mais quelque chose, une initiative d'envergure, c'est certainement quelque chose qui le travaille. Là encore, peut-être certains d'entre vous ici ont davantage d'idées précises sur ce que veut exactement le président, mais en général, il n'y a pas grand monde qui sait exactement ce que veut le président.
sauf peut-être sa femme. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas réduire, je m'arrêterai là, on ne peut pas réduire cette question à la question de savoir est-ce que la France reconnaît ou pas la Palestine comme État souverain indépendant. Tu le sais, Arié, mais je l'ai déjà dit à l'époque où Laurent Fabius envisageait cette reconnaissance unilatérale. Je dirais que c'est vraiment un fusil à un coup. Et surtout, on tire un fusil à un coup quand on est sûr de remplir son objectif. Parce que à quoi ça sert, à part se faire plaisir diplomatiquement? Se faire plaisir comme Dominique de Villepin s'était fait plaisir en 2003 quand il a su que dans les banlieues du Caire, on se repassait son discours en boucle. Mais ça, c'est la France qui se fait plaisir. Lui, il s'en est pas remis. J'ai une anecdote pour alléger l'ambiance. Il se trouve qu'un jour, j'ai fait un post sur un réseau social disant, parce que c'était l'anniversaire de son discours de 2002, et je dis finalement, c'est Dominique de Villepin, c'est un peu le Patrick Hernandez de la diplomatie française. Il a fait un tube il y a 20 ans, et depuis, il vide ses rentes. Ah oui, et puis il essaie de les faire fructifier. Il a créé son parti, la France Alors, humaniste. il faut lui rendre justice au moins sur un point. Ça sera difficile ici. Hein. Il a de l'humour, puisqu'il m'a envoyé un jour une photo de lui-même avec Patrick Hernandez. Ah, bon. Alors, soit, il a Voilà. du bon. Bien. Je m'arrête là. Mais on pourrait parler du... On va entendre des questions qui nous amèneront peut-être à traiter d'autres sujets. Ouais. Alors, Félix est avec un micro. Soyez gentils, soyez brefs pour qu'il y ait le plus de questions possible. Oui, on va faire passer le micro. Merci. J'ai 2 questions à vous poser. Ah non, il faut une seule. Non, une seule. Allô, une seule question. Pardonnez-moi, je n'étais pas au début de votre intervention, mais avez-vous parlé côté iranien de la Houdna et de la Takia et je voudrais juste comprendre pourquoi dans votre discours sur l'Iran, vous le traitez comme une dictature, comme dans d'autres dictatures, mais c'est une dictature islamiste qui est entachée de poison. Et ça, il faut en parler, parce que de la traiter de dictature, ça ne suffit pas. Merci. Vous la comparez à d'autres dictatures. Merci. C'est une dictature islamique. Merci, c'est une bonne question. Qui d'autre refaites passer les micros. Pendant ce temps... On en prend plusieurs ou comment veux-tu? Allez-y, monsieur. On en plusieurs si ça... On en prend 3 à la fois. Monsieur, allez-y. Ouais. Une petite question sur l'éléphant qui est présent dans la salle, dont on ne parle jamais, qui est la question théologique, qui a été abordée par des spécialistes israéliens de théologie et de droit musulman, qui nous disent que tant que la question théologique de l'élimination d'Israël ne sera pas abordée, au plan théologique, cette guerre ne finira jamais. Bien, une dernière question ici. Alexis, de ce côté, a le micro également. Qui veut? Prenez. Voilà, merci, madame. Parfait. Si on repasse à Gaza, que pourriez-vous nous dire pour nous rassurer un peu sur l'aspect humanitaire qui, évidemment, nous fait plus que nous chagriner? L'humanitaire à Gaza. Merci. Donc, il y a 3 questions. Merci beaucoup. Bruno va y répondre. Oui, alors... Préparez-vous, ceux qui veulent poser des questions. Je ne suis pas un spécialiste de la taquilla, de la dissimulation, mais ce qui me frappe, c'est que la manière dont ce régime a été vu dans les pays occidentaux depuis 1979 est aussi colorée par l'immense capacité de séduction du gouvernement, des autorités iraniennes. Et quand je dis la séduction, ça va de la poésie jusqu'à la manipulation. Voilà. Et c'est vrai que l'aveuglement, en fait, une partie de l'aveuglement d'une partie des élites occidentales est due au fait que la République islamique d'Iran a réussi à faire croire qu'elle était encore la Perse. Voilà. Et ça a séduit, et ça a continué à séduire beaucoup de gens. Alors, les racines perses, la culture perse existe encore, mais ça fait partie aussi, à mon avis, de l'aveuglement qu'il y a eu sur ce régime, parce que c'est beaucoup plus facile d'être séduit par Téhéran en 2005 que par Bagdad en 1995. Voilà, on peut dire les choses. Donc c'est vrai, dans ce sens, ce n'est pas une dictature comme les autres. L'aspect islamiste, bon, je ne peux pas trop rentrer dans l'aspect religieux parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais je vais quand même essayer de répondre à la question 2, qui est la question dite théologique, pour vous dire que moi, je ne crois pas du tout que ce soit une question théologique. Je pense que c'est une question totalement politique. Si l'élimination de ce qu'on appelle à Téhéran l'antité sioniste
fait partie de l'ADN de ce régime, c'est, à mon avis, d'abord et avant tout, parce que ça a été pour s'affirmer comme le pays qui va apporter la révolution dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est quand même un État révolutionnaire qui se définit comme ça, révolutionnaire chez lui et à l'extérieur, et qui a adopté cette ligne, la disparition inévitable de l'État d'Israël, très tôt, pour s'assurer de son prestige et de son rayonnement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Pour moi, je pense que c'est à peu près tout ce que je veux dire sur le sujet, parce que là, je suis quand même sur les questions théologiques, je ne suis peut-être pas le mieux placé. Mais je ne suis pas du tout persuadé que si le régime tombait, eh bien, le prochain régime serait nécessairement... Enfin, je pense que ça disparaîtra avec le régime. Voilà. Je ne suis pas sûr que le chiisme iranien comporte nécessairement une composante anti-israélienne. Voilà. Mais c'est vrai que la symbolique a été utilisée. On a vu, peut-être que vous avez vu cette horloge de la disparition d'Israël, hein, qui a été tapée il y a quelques jours. Voilà, ça allait très loin dans les symboles. Il y a une horloge qui montrait le temps qui reste, entre guillemets, avant la disparition d'Israël. Mais je suis a priori persuadé que c'est plus une question politique que religieuse. Enfin, sur Gaza, malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je n'ai pas beaucoup suivi la situation. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une masse critique dans l'opinion internationale qui fait que, quoi que souhaite faire le gouvernement israélien dans les semaines et les mois qui viennent, il sera quand même extrêmement surveillé. Et malheureusement, dans une guerre de propagande sur laquelle il sera toujours perdant. Parce que sur les affaires humanitaires, Gaza est une tragédie humanitaire, mais franchement, le nombre de vidéos pourries fabriquées avec de l'intelligence artificielle ou tout simplement des mises en scène qu'on voit, et puis c'est des mises en scène d'enfants en plus, donc c'est particulièrement condamnable. Voilà, il y a à la fois, les deux existent, c'est une tragédie humanitaire, et Israël ne pourra pas, sauf à vouloir porter ce fardeau pendant très longtemps, faire comme si les Palestiniens étaient des quantités humaines négligeables. Et en même temps, je suis très frappé par le fait que les professionnels de la désinformation à Gaza, payés par le Hamas, mais pas seulement, font très très fort dans l'opinion internationale aussi. Mais là encore, pardon, mais je ne veux pas faire du en même temps, mais le en même temps, c'est juste la complexité des choses et la nuance nécessaire, à mon avis, pour analyser ces événements tragiques. Incontestablement, la question. J'en ai dit un mot, madame, tout à l'heure en commençant. Incontestablement, moi je considère que, évidemment, Gaza c'est un piège. Et le piège, ce n'était pas celui qu'attendaient les soldats, c'est celui qui justement a pris en otage l'opinion publique internationale pour bâtir toute cette mécanique de la haine d'Israël et donc qui devient la haine des Juifs, qui se répand partout dans nos démocraties au travers d'une forme de rue arabe qui commence à exister. Mais depuis des mois et des mois et des mois et des mois, ce que disent les Israéliens, c'est libérer les otages et déposer les armes et il n'y aura plus de guerre. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'entendable? Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi les démocraties occidentales n'ont pas repris simplement cette formule? Parce que je pense que l'explication, justification ou pas, mais l'explication, c'est tout simplement qu'on estime qu'il est beaucoup plus facile de faire pression sur une démocratie que de faire pression sur un mouvement terroriste. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela, malheureusement. Mais malheureusement aussi, le jour où le Hamas libère tous les otages, si ce jour devait arriver, eh bien, ils perdent leur levier. Et donc, malheureusement, ça ne pourra se faire sans doute que par la force, même si les occasions de deal ont été ratées, à mon avis des deux côtés. Juste un mot sur un sujet qui est aussi très douloureux et très sensible, c'est la question du nombre de morts civiles à Gaza. Alors là, moi, je ne donne jamais de chiffres, parce que je pense que personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude il y a tant de morts civiles et tant de morts combattants. Premièrement, parce que la distinction entre civils et combattants à Gaza est extraordinairement difficile à faire. Deuxièmement, parce que les chiffres sont instrumentalisés de manière éhontée par le fameux ministère de la Santé du Hamas, de Gaza,
qui est en fait le Hamas, que les décomptes sont faits de manière extrêmement approximative. Il semble à ce stade, je dis bien il semble à ce stade, quand on essaye de regrouper quelques chiffres, que la proportion morts civils, morts combattants, dans l'ensemble des opérations depuis le 8 octobre, soit à peu près la même que celle de toutes les grandes opérations militaires depuis 1945 en zone urbaine dense. Donc je suis prudent là encore, mais il ne semble... Alors on peut trouver que c'est beaucoup trop, ce n'est pas le sujet. En Irak, il y a eu des opérations américaines extraordinairement meurtrières pour les opérations civiles, pour les populations civiles. Contre Daesh, nous avons fait, nous Européens, nous Occidentaux, des opérations extrêmement meurtrières contre les populations civiles. Donc il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit. Il suffit juste de dire que là, encore une fois, on a effectivement cette espèce d'exception israélienne. Alors c'est vrai aussi avec plus d'images, plus d'informations, plus de journalistes, des vrais journalistes et des faux journalistes. Il n'y en avait pas beaucoup à Raqqa. Mais Raqqa, ça a été une horreur. Hein, voilà. C'est pas à moi de dire c'était bien ou mal, est-ce que c'était le bon ratio, est-ce que c'est les ratios de la légitime défense, du droit international. Le droit international, c'est la proportionnalité. La proportionnalité, personne n'y comprend rien. En général, les non-juristes comprennent rien. La proportionnalité, donc je rappelle juste les deux principes très importants du droit international humanitaire, la distinction et la proportionnalité. La distinction, ne s'attendez pas que je fasse une phrase là-dessus, parce que c'est vraiment des sujets importants. La distinction, ça veut dire je ne cible pas directement, délibérément, un objectif strictement civil. Je peux cibler un hôpital ou une école si il s'est transformé en objectif militaire et que le deuxième principe, celui dont je vais parler à l'instant, s'applique. Le deuxième principe, c'est la proportionnalité. La proportionnalité, c'est les dommages possibles aux populations civiles ne doivent pas être excessifs au regard des bénéfices militaires attendus. C'est extrêmement précis. Hein. Ça veut dire que malheureusement, la guerre fait des morts chez les civils. Mais la responsabilité de l'État ou de l'armée qui bombarde ou qui fait des opérations, c'est de dire je dois pouvoir calculer la puissance de feu, l'endroit où je tire, etc., pour que les possibles dommages collatéraux, comme on dit dans notre jargon, ne soient pas excessifs au regard du bénéfice militaire. Est-ce que moi, je suis, depuis mon écran d'ordinateur, en mesure de dire Israël respecte ou ne respecte pas? Non, je ne suis pas en mesure de le faire. Je pense, d'après ce que me disent d'excellents analystes militaires dans les milieux gouvernementaux occidentaux, qu'Israël continue à respecter le principe de distinction, mais que les critères du principe de proportionnalité ont sans doute été un peu trop relâchés à certains moments. Voilà. Là encore, j'essaie d'être... Vous allez dire que je suis compliqué, prudent, mais j'essaie juste d'être précis. Voilà. C'est une masterclass, s'il vous plaît. Descom, madame, s'il vous plaît. On parlait Absolument. de masterclass. Absolument. On parlait de masterclass. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'a invité à faire une masterclass, parce que c'est pour rentrer dans un certain nombre de détails comme ça qui sont importants pour nos amis. On donne la parole à ceux qui l'ont demandé. Monsieur, je vous écoute. Oui, vous avez parlé à deux reprises de l'Azerbaïdjan. Donc en fait, en gros, je voudrais savoir quel avantage Israël pourrait tirer de l'intervention de l'Azerbaïdjan par rapport à l'Iran. Et il me semblait que Israël avait vendu des armes à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, il me semble, c'est ça? Alors, il y a une excellente coopération militaire et de renseignement entre Israël et l'Azerbaïdjan depuis longtemps. On aurait pu croire qu'il y avait une certaine sympathie des victimes de génocide et que ce serait plutôt l'allié naturel, l'Arménie, dans la région. En fait, le réalisme géopolitique, en Israël comme en France d'ailleurs, fait parfois fi des sympathies naturelles et de l'histoire. Et donc, dans les faits, il y avait plutôt, on va dire, il y a plutôt des relations courtoises entre l'Arménie et l'Iran, et de bonnes relations, des relations très étroites dans le domaine de la sécurité et de la défense entre Israël et l'Azerbaïdjan, dont Israël a beaucoup bénéficié, y compris, semble-t-il, dans les derniers jours et dernières semaines. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... Alors, juste un petit rappel, j'allais dire qu'il faut toujours regarder une carte, mais il y a quelque chose que l'Azerbaïdjan essaie de faire, c'est un couloir de transport ferroviaire et routier qui irait en gros, qui permettrait de joindre le monde turc au monde chinois. Et il reste juste un petit bout qui doit passer au milieu de territoire arménien. Bon.
Voilà. Et l'Iran, qui passerait juste au sud du territoire arménien. Et l'Iran, ça ne lui plaît pas. Bon, je simplifie énormément les choses. Tout ça pour dire que les ramifications régionales sont importantes. Il se pourrait, si l'affaiblissement du pouvoir et donc de l'État iranien était significatif, il se pourrait que l'Azerbaïdjan en profite pour grignoter encore un peu plus de territoires, y compris de territoires iraniens aujourd'hui. Alors, je rappelle aussi qu'il y a la fameuse minorité azérie en Iran qui est assez importante. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui préfèrent l'Azerbaïdjan à l'Iran, mais ça veut dire que ce sont des gens qui peuvent être réceptifs à des manipulations de l'Azerbaïdjan. Voilà. Madame ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on vous entende. Si vous voulez commenter, il faut qu'on vous donne la parole. Après, on pourra faire des débats. Il y a des gens qui ont demandé la parole avec des micros. On leur donne la parole. 5 questions là. Donc, oui, brièvement, s'il vous plaît. Pardon ? Brièvement. Oui, j'ai juste une question. Votre regard sur les négociations concernant le programme nucléaire iranien après les frappes américaines. Je ne vous vois pas, monsieur. Vous êtes Je suis là-haut. Ah ouais, ça y est, je vous vois. Votre regard sur les négociations sur le programme nucléaire iranien après l'opération américaine et plus largement sur l'avenir du JCPOA aujourd'hui. Alors, JCPOA, pour les non-initiés, c'était l'accord qui avait été négocié par les Américains et les Européens en 2015. Non, c'est fini les négociations. C'est terminé. Il n'y en a plus. Il ne pourrait y en avoir que si le régime, dans les faits, acceptait sa reddition ou décidait de sacrifier le programme nucléaire totalement au bénéfice de sa survie politique. À mon avis, ça n'a aucune chance de se faire, dans les semaines qui viennent en tout cas. Madame. Alors, je vais vous aider pour une transition sur votre livre. C'est moi. Je suis là. Oui, pardon. La question israélienne, est-ce qu'il y a un rapport avec le livre La question palestinienne ? Est-ce que c'est une réponse à ce livre aujourd'hui ? Comment vous vous positionnez par rapport à ce choix ? Merci. Oui, alors je ne vais pas, peut-être ça va être un peu décalé de parler de mon livre maintenant, mais c'est un titre à tiroir, parce que c'est censé faire écho à plusieurs choses. La fameuse question palestinienne, comme vous dites, mais aussi la question juive de Karl Marx, et voire à la question allemande, qui était la question centrale de la sécurité européenne pendant un siècle. Donc c'est à tout ça que je fais écho, mais avec un axe central de réflexion qui est est-ce qu'Israël est un État normal, est un État comme les autres ? Alors, je sais qu'en général, les Français juifs disent non, mais bien sûr que non, c'est pas un État normal, c'est un État particulier. Non, mais vous voyez moi je parle d'un point de vue analytique. Et est-ce qu'il est étonnant qu'il soit traité de manière anormale ? Bon. Mais je m'interroge aussi, là je ne vais pas vous faire le pitch ici, mais par exemple du point de vue de sa structure, de sa culture politique, de sa nature d'État, la place de la religion, la relation entre la religion et l'État, est-ce qu'il y a d'autres États où on fait la même chose ? Est-ce qu'il y a d'autres États qui occupent des territoires ? Oui, bien sûr. Voilà, et vous êtes nombreux à savoir sans doute qu'il n'est tout de même pas normal de voir qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'occupation de la Cisjordanie qu'on s'occupe de l'occupation de Chypre ou du Sahara. Oui, alors on peut débattre des termes, hein, oui, si vous voulez. Je rappelle par exemple dans le livre que Judée-Samarie s'était employé dans la résolution de l'ONU, par exemple. Donc on peut dire que revenir à l'expression Judée-Samarie, c'est quelque part revenir au texte de l'ONU. Enfin, on peut s'amuser intellectuellement à beaucoup de choses. Voilà un peu les tiroirs que j'essaie d'ouvrir dans le livre, et je ne donnerai pas la conclusion. Non, il faut pas. Faut lire Monsieur. Oui, je reviens sur un point. On avait des questions dans le fond, c'est très difficile de se faire entendre. Non mais attendez, excusez-moi, 2 Oui. secondes. On arrive chez vous, madame, promis. Oui. On ne partira pas sans vous. Allez-y, monsieur, terminez. Oui. Et après, on vous donne la parole. J'essaye d'aller vite. Je reviens sur. Vous allez réussir. Voilà, je reviens sur ce qui se passe, la guerre Israël-Iran. Je pensais à. Vous avez parlé de droit international. Je voudrais savoir. L'Iran a délibérément, mais alors d'une manière criante, jeté des missiles en quantité sur des civils et exclusivement des civils, et il était aussi évident que c'était intentionnel.
Sur le plan international, et là je pense à la CPI, peut-on imaginer une action contre les dirigeants iraniens? Et bien sûr, juste pour finir, j'imagine bien qu'on ne va pas aller chercher l'ayatollah chez lui, mais je pense à l'impact psychologique dans le monde que ça pourrait avoir. Et je trouve que c'est important. En fait une très bonne question. Madame, allez-y. Je les prends toutes. On les prend toutes. Très rapidement, la première chose. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, la première chose, c'était une remarque. Vous avez dit tout à l'heure que les pays arabes n'avaient pas, alors je n'ai pas exactement vos termes, de responsabilité par rapport aux problèmes palestiniens. Je ne suis pas sûr d'avoir dit ça. Je ne pense pas avoir dit ça. Vous avez dit quelque chose un petit peu, ou que ça ne les regardait pas, etc. Non, je n'ai pas dit ça. En remontant dans le passé, parce que la question palestinienne, c'est aussi le fait comment sont traités les Palestiniens dans les pays arabes qui les ont plus ou moins recueillis en leur refusant la nationalité et tout, et qui fait que vous avez des réfugiés qui sont de génération en génération. Le statut magnifique. Alors ma question, c'était celle-ci. J'ai entendu un analyste ces jours-ci, je ne sais plus où, qui disait qu'une chose que pourrait faire l'Iran aujourd'hui, ça aurait été de transporter, s'ils ne l'ont fait peut-être, les fameux camions dont on parle à Qom, parce que c'est une ville sainte et que ça pourrait provoquer, ça obligerait, à partir du moment où ça obligerait Israël et les Américains à les frapper à Qom, d'accord, et ça c'est bon, j'ai la question. Une solidarité. La question, merci. On a capté la question. Troisième question. Et en fait, pour préciser ce que dit Madame, tu as dit tout à l'heure à propos des Palestiniens de Gaza, les Arabes n'en veulent pas, et d'ailleurs, ils n'ont pas de raison de les accueillir. C'est ce que vous voulez dire. C'est bon, j'ai la question. Parfait. Je peux Qui parle? Oui, allez-y, mais rapidement. Alors, vous avez éliminé l'aspect religieux des mollahs. Je pense qu'ils ne voulaient pas un État juif. Et une fois qu'ils auraient éliminé l'État juif, ils élimineraient aussi l'Arabie saoudite, ils prendraient le pouvoir de la Mecque. Bon, why not? Dernière question, Madame. Le pouvoir en Iran actuellement, on dit qu'il est affaibli, c'est moi qui parle. Il est affaibli. Vous dites que la meilleure solution pour un changement de régime, ce serait qu'il perde sa légitimité. Mais ça veut dire quoi exactement dans les circonstances actuelles? D'accord, merci. Merci. Donc on a combien de temps? 3 minutes? 7 minutes. C'est parfait. Alors, il est extrêmement difficile de démontrer qu'un État a délibérément visé des civils. Pourquoi? Parce que la précision des missiles iraniens est extrêmement faible. Donc, on peut dire qu'ils prennent des risques insensés en sachant très bien qu'ils risquent de toucher la population civile. Ça, on peut le dire. Prouver qu'ils ont délibérément ciblé des populations civiles, j'allais dire en droit, puisqu'on me parle de droit, ça serait extrêmement difficile. Donc, je dirais qu'ils ont voulu, très probablement, ils ne se sont pas préoccupés du tout, à minima, de la possibilité que des habitations et des civils, des populations civiles, y compris les enfants d'ailleurs, soient touchés par leurs frappes. Oui, j'ai bien compris, madame, mais là, d'abord, personne ne vous entend. J'entends, mais voilà, je ne peux pas faire le débat en live, là, tout de suite. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, malheureusement, il est très difficile de démontrer juridiquement l'Iran a voulu délibérément tirer les populations civiles. Bon. Sur la question palestinienne, alors, vous avez raison, ça me donne l'occasion de rappeler une anomalie assez scandaleuse, je pense. C'est le statut juridique des réfugiés palestiniens au sens de l'UNRWA, puisque c'est le seul peuple au monde qui est réfugié de père en fils et de mère en fille et de père en fille et de mère en fils. Les enfants d'enfants réfugiés sont des réfugiés juridiquement. C'est quand même compliqué de justifier ça. Je rappelle que c'est la seule population dont ne s'occupe pas le Haut-Commissariat aux réfugiés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une responsabilité morale des pays arabes qui les ont encouragés à ne pas s'intégrer chez eux et donc d'être des réfugiés permanents? Oui. Est-ce que cette responsabilité morale implique qu'ils vont se dire « Ah oui, finalement, vous avez raison, on n'a pas été sympa avec les Palestiniens, allez, j'en prends 1 million ». Non, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, on ne peut pas les forcer. En revanche, il faut quand même reconnaître que les pays du Golfe, l'Arabie saoudite en tête, se sont engagés moralement à reconstruire, enfin à financer
la reconstruction de Gaza, au moins en partie, et ce sont eux aussi qui, quand même, je veux dire, sans l'argent des Saoudiens et autres, je ne sais pas comment on pourra faire vivre une entité autonome palestinienne, voire un État. Alors, quant à l'idée, alors ça j'adore, parce que c'est un vrai thriller américain, quant à l'idée qu'on va avoir des camions iraniens qui vont se glisser sous le dôme du rocher, qui va protéger ainsi l'uranium enrichi de sa splendeur, non, ça me paraît pas, c'est un scénario amusant, mais ça me paraît pas idée. Non, plus sérieusement, vous pouvez très bien, ce fameux uranium enrichi, que tout le monde cherche actuellement, hein, tout le monde. Puis les capteurs israéliens, on a vu qu'ils étaient sérieux, capteurs américains aussi. Mais c'est très difficile d'être certain qu'on sait où il va aller. Dire qu'il va aller sur ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, ça me paraît... Ah, de Com. Ah, j'ai compris Al-Quds. Pardon, j'ai compris Quds. J'ai compris Al-Quds. Ah, c'est Com. Bon, alors, je ne pense pas que ce qui est considéré... Pardon pour cette confusion. Pas la même chose, Al-Quds et Com. Je ne pense pas que ce que l'Iran considère, enfin ce que le régime considère comme étant les bijoux de famille aujourd'hui, le trésor national, partent en dehors d'Iran. J'y crois pas du tout. Voilà. Ah, pardon, il y avait ensuite sur l'Arabie Saoudite. J'ai noté la question, mais je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus où j'en suis. Pardon, pour la troisième question, je suis un peu perdu. Et sur la quatrième, sur la perte de légitimité, je suis perdu aussi. Désolé. Allez-y, madame. Ah, l'Arabie Saoudite. Oui, alors non, ils ont toujours... Ce qu'ils ont voulu faire, c'est délégitimer la dynastie des Al Saoud pour délégitimer leur rôle de gardien des lieux saints. Mais s'y attaquer physiquement, non, ils ont déjà attaqué des installations saoudiennes par le passé, mais il faudrait envahir l'Arabie Saoudite. Ils n'ont plus la capacité militaire à supposer qu'ils ne l'aient jamais eu. Et la question sur la légitimité, c'était où? Oui. Oui, qui perd sa légitimité. Ouais. Ça veut dire, oui, merci. Pardonnez-moi, je pensais à plusieurs choses en même temps. Ça veut dire que quand vous êtes la population d'un pays qui est littéralement sous les bombes, vous voulez au moins que ce régime que vous détestez, au moins qu'il vous protège. Or, ce qui est intéressant, c'est que la population iranienne, à laquelle on répète depuis 46 ans, on est là pour vous protéger, puisque c'est le premier devoir de l'État, c'est de protéger ses citoyens, eh bien, ils se rendent compte que le régime est totalement incapable de le faire. Donc, ça va laisser des traces, forcément. Encore une fois, je ne peux pas vous dire si le régime sera affaibli, tombera dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais ça laissera des traces très profondes. Encore une fois, le pays, la République islamique d'Iran, ne pourra plus être ce qu'elle a été. Et d'ailleurs, de manière générale, la séquence que nous vivons, qui n'est peut-être pas terminée, qui n'est sans doute pas terminée, le Moyen-Orient en sortira transformé. Ça, c'est une des seules certitudes que je voudrais ajouter. Bien. Alors, oui, mais ça, bien sûr. Non, mais bien sûr, il n'y a rien dans les propos de Bruno qui nie cette réalité. Mais vous savez, parce que j'ai plein d'autres choses à dire. On peut pas tout dire pour satisfaire tout le monde. Moi, je voudrais vous dire quelque chose, madame. C'était la masterclass de Bruno Tertré. Et nous disons souvent chez Agir Ensemble que vous demandez beaucoup d'informations, et vous avez raison, et vous nous demandez souvent où peut-on trouver de l'information pertinente. S'il y a, sur la question du conflit du Moyen-Orient, 5 livres à avoir dans sa bibliothèque, incontestablement, celui que vient d'écrire Bruno Tertré en fait partie. Je l'ai lu, je le distribue à mes amis qui me posent beaucoup de questions, et nous avons là l'avis d'une personne autorisée. Beaucoup des questions que vous vous posez,
Peut-être que vous trouverez la réponse dans cet ouvrage-là, sinon dans d'autres documents que nous partageons et que nous publions avec Agir Ensemble. Mais pour ce soir, nous sommes arrivés au point de notre conclusion. Un très très grand merci à Bruno Tertré. Merci à vous, merci beaucoup. Un très grand merci à Gérard Rabinovitch. Et vous ne l'avez pas entendu, mais il était là ce soir, comme il est souvent avec nous à nos côtés, Monsieur Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Et le livre de Bruno se trouve à l'étage et Bruno vous le dédicacera. Merci à tous, bonsoir et à bientôt. Merci à vous.